Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cet autre rendez-vous de votre mag, les rendez-vous du week-end, cette sorte de décryptage d'actualité sur les antennes de Canal Congo Télévision. Vous nous regardez ce soir. L'actualité, elle est abondante toute cette semaine. Vous avez suivi depuis le lundi de la semaine la publication de l'équipe Sama, mais aussi des grognes au niveau de l'Assemblée nationale. Cette grogne a aussi atteint le Sénat de la République. Aujourd'hui, on parle de près de 200 députés qui ont rédigé un mémorandum adressé au président de la République, les insatisfaits de cette équipe gouvernementale, mais il y a aussi certains sénateurs. Pendant ce temps, à l'Est, Sabril, on compte des morts chaque jour et la situation de Covid également. Les sociales, on en parle tout à l'heure avec notre invité. Il est à sa première participation dans cette émission. Il s'appelle Constant Moutamba. Je l'appelle chef de file de la nouvelle génération, Nojek. On l'appelle aussi commandant de Nojek. Maître Constant Moutamba, bonsoir. Bonsoir Serge. Bienvenue à vous. Merci. Première participation à ces magazines. En effet, c'est une joie immense que d'être invité par un si grand journaliste que vous êtes, mais aussi dans cette prestigieuse émission. Et donc je tiens à vous remercier, mais en même temps à remercier toute l'équipe qui concourt à la réalisation de cette émission. Très bien. Chez nous, on dit toujours caribou ou rendez-vous. De la lutte citoyenne au parti politique, au regroupement politique, c'est un pas, hein, vous avez franchi un pas. Oui, en effet, parce que telle était notre ambition. Lorsque nous décidons de créer Nojek, c'est parce que nous observons que le pays souffrait d'un problème majeur. C'est d'abord sa classe politique. Une classe politique totalement inconsciente, totalement vieillissante, qui n'a plus de projet nouveau à proposer. Pas de nouvelles recettes. Pas de nouvelles recettes proposées pour sortir le pays du gouffre. Ce sont les mêmes individus. Ce sont les mêmes noms que nous avons connus depuis 60, qui reviennent soit dans l'opposition, soit dans la majorité au pouvoir. Ce sont les mêmes visages qui reviennent. Mais lorsque nous observons les conditions de vie de nos populations, eh bien, c'est catastrophique, ça laisse à désirer. C'est une classe politique opportuniste qui navigue au gré de vagues. Et nous nous sommes dit, il faut proposer une alternative au peuple congolais. Il faut des hommes et des femmes nouveaux qui fassent rêver le peuple congolais, des jeunes qui peuvent être porteurs d'un nouvel espoir pour la République démocratique du Congo. Et donc, un nouvel espoir, vous aussi, vous l'avez suscité à un certain moment. Je n'ai pas honte de vous le dire, mais à un moment, vous avez déçu. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est ce que les gens disent à la cité. Je suis tout à fait conscient de cela, qu'à un certain moment, nous avons porté l'étendard de la lutte pour le renouveau politique en République démocratique du Congo au travers des marches, au travers de la mobilisation de la population. Mais écoutez, nous sommes dans un système issu d'une famille modeste. Ce n'était pas facile de percer, ce n'était pas facile. Et nous avons essayé de faire ce que nous pouvions, c'est qu'il fallait obtenir l'alternance au pouvoir. Et nous sommes allés à la Cinco, comme vous le savez, au sorti de la Cinco. Nous avons travaillé, milité effectivement pour l'organisation de ces élections. Et donc, nous sommes satisfaits d'une chose, c'est qu'il y ait eu passation civilisée de pouvoir au sommet de l'État. Au moins, aujourd'hui, tous les Congolais qui naissent peuvent aspirer à devenir président de la République à travers ce processus d'alternance qui a été obtenu après une longue lutte acharnée, notamment des Nojek. Mais je disais donc que le deuxième problème que nous avons décelé, pour lequel nous avons créé Nojek, c'est le système politique congolais. La démocratie à l'occidentale, telle que nous l'avons mimée, telle qu'il nous a été imposée par
l'Occident ne s'adapte pas aux réalités sociopolitiques du pays. Elle crée plus de divisions, plus de problèmes qu'elle en résout. Après chaque cycle électoral, il y a des conflits énormes intercommunautaires, des conflits entre Congolais qui malheureusement plombent les développements du pays. Les gens sont beaucoup plus focalisés sur des petites choses. Ce sont des insultes, ce sont des colibets, en fait, qui sont confondus avec la démocratie. Donc, la démocratie telle que vécue dans notre pays, c'est plutôt la démocrature. Et donc, nous, Nogec, nous avons estimé qu'il était plutôt important d'aller vers un système de démocratie, mais qui soit totalement congolaise. Très bien. Alors, on va parler de votre parcours, l'homme et son action. Quand vous étiez d'abord à la Ligue citoyenne, vous aviez quelle vision de la politique? Mais vous y êtes. Qu'est-ce que vous avez découvert de nouveau? Eh bien, vous savez, ce que nous avons découvert de nouveau, c'est que d'abord la faiblesse de l'homme politique congolais. L'homme politique congolais tourne son action autour de ses petits intérêts, et non l'intérêt du peuple. Mais aussi, c'est l'absence d'engagement politique de la jeunesse congolaise. Les jeunes Congolais, nous sommes trop distraits. En fait, nous pensons encore que Dieu pourra nous envoyer la manne à partir de là où il se trouve. Les jeunes Congolais, nous n'avons pas le sens du sacrifice. Et ceci est l'héritage de l'actuelle classe politique qui considère malheureusement qu'il faut continuer à nous tenir, à tenir le peuple dans la misère, pourvu que l'ensemble de cette classe politique se retrouve. Cette classe politique est constituée de l'opposition, malheureusement, et de la majorité. Et c'est pour ça que Nogec a mené et continue de mener la bataille pour la révolution en République démocratique du Congo. La révolution qui doit être distinguée de la rébellion. Une révolution est nécessaire dans notre pays pour imposer une rupture totale avec les mentalités, avec les usages, avec les visages du passé et ainsi redonner de l'espoir au peuple congolais pour l'avenir. Et donc, malheureusement, c'est attristant. Les Congolais, les jeunes Congolais, les seuls jeunes qui ne vont pas à l'école et qui trouvent que c'est normal. C'est les seuls jeunes qui voient le prix du pain augmenter et qui ne réagissent pas. Il fait avec. C'est la résilience. Voilà, la résilience. Il dit, c'est anormal. Maman. Il fait un effort pour s'adapter à la situation. Pour s'adapter à la situation. Mais pas pour déposer la question de pourquoi le prix doit augmenter. Et donc, il y a un problème d'identité. Le peuple congolais et la jeunesse congolaise particulièrement n'a pas encore cerné le sens de son identité. Mais ça ne se décrète pas, hein. Ça prend encore petit à petit. Pourquoi êtes-vous congolais? Mais pourquoi est-ce que pendant que tu souffres, il y a d'autres compatriotes qui te roulent carrosse? Mais lorsqu'ils roulent avec des longs cortèges, mais c'est avec l'argent de qui? Vous en avez parlé quand vous m'avez même envoyé le document sur cette inégalité salariale entre les politiques et la suite. On va en parler tout à l'heure. Votre bref passage à l'ONATRA, ça a été une expérience riche? Une très grande expérience, mais en même temps une déception. Évidemment, j'avais souhaité avoir la direction générale de l'ONATRA parce que j'avais décelé des problèmes qui plombaient l'entreprise, mais en même temps des solutions. Vous avez été là-bas avec le professeur Mokoko Sanga? Avec le professeur Mokoko. Malheureusement, je n'étais pas audible. Je n'étais pas écouté. J'ai tenté de dénoncer ce que je pouvais plusieurs fois. J'ai retourné quelques émoluments, disons, jetons de présence à la caisse de l'entreprise. Parce que je ne pouvais pas accepter d'être payé comme il se devait alors que les agents étaient impayés. Et vous pouvez vous renseigner, les traces sont là. J'ai dû, à un moment donné, me retirer du conseil d'administration. Et donc, jusqu'à notre remplacement, je n'étais plus, en fait. Vous souhaitiez avoir la tête d'une entreprise aussi, comme on dit, canard boité, avec plus de 10 mois d'arriéré, un personnel
qui n'était plus à mesure, à même de pouvoir apporter le meilleur de lui-même. Mais parce qu'à l'époque, lorsque j'étais membre du conseil d'administration, comme vous le savez, vous n'avez pas un pouvoir de décision. Ah non. D'abord, vous êtes à 9. Les décisions se prennent par vote. Donc, vous êtes minorisé et quelle que soit l'option que vous pouvez proposer ou lever, bien, ça ne passe Mais pas. les problèmes de l'ONATRA aujourd'hui, c'est quoi, Maître Constant? Non, je ne suis pas venu parler de cela, mais je parle de lorsque j'étais administrateur, les problèmes de l'ONATRA à l'époque, c'était le système de gestion interne. Il fallait d'abord maîtriser les flux de recettes internes qui sont mobilisés. Pendant que vous avez hérité des dettes incommensurables. Alors mais maintenant lorsque vous arrivez à maîtriser tout d'abord les circuits de recettes internes, vous savez les rationaliser, vous passez maintenant au niveau du règlement du passif. Il y a un lot passif, comme vous l'avez dit, au niveau de l'entreprise, que ce soit passif des agents passifs, parce qu'on a plus de 23 000 agents, dont plus de 14 000 passifs. Donc vous ne pouvez pas prendre la charge, payer des agents qui ne sont pas actifs, qui ne produisent pas. Et en ce moment-là, c'est vous, l'entreprise, qui perdez. Donc il fallait vite accélérer le processus. On va parler de Voilà, Merci. donc voilà. Merci. Et donc voilà, et la question de l'ONATRA, je vais chuter par là. Je peux vous rassurer que nous avons essayé à l'époque d'être le syndicaliste des agents, mais le vrai problème demeure celui de l'endettement, surendettement des entreprises publiques en général. Et j'ai fait une tribune pour démontrer qu'il fallait très rapidement qu'on développe un système ou qu'on recourt au règlement préventif qui est prévu dans le droit WADA pour essayer de suspendre le paiement ou l'exigibilité des créances le temps de proposer le projet de redressement pour toutes les entreprises. Merci beaucoup, Maître Constant Moutamba. DG, On ne fait pas une émission sur l'ONATRA, sinon on parlera... Je chute par là sur cette question. Tous les mandataires qui sont nommés, malheureusement... Vous êtes d'avis qu'il faut donner ça aux politiques ou bien aux managers? Parce qu'il semble que ces entreprises, elles ont été mitées aux entreprises commerciales. Mais pourquoi on doit toujours mettre à la tête de ces entreprises des politiques? Non, là n'est pas le problème. Le vrai problème de ces entreprises, c'est que l'État lève l'option sur des politiques assez rationnelles. Qui puisse permettre à tout dirigeant qui arrive, qu'il soit politique ou qu'il soit fils maison, de gérer l'entreprise et non de payer les dettes. Tous les DG d'entreprises presque publiques aujourd'hui passent leur temps à apurer les dettes passées qui ont été contractés par leurs prédécesseurs. Et c'est des millions et des millions de dollars. Merci beaucoup, et les maître. comptes de ces entreprises publiques, malheureusement, font l'objet des saisies intempestives. Et donc, tous les mandataires publics de l'État aujourd'hui sont en difficulté. Et ça, c'est l'option que l'État congolais doit lever pour permettre à ces entreprises de sortir de l'état dans lequel ils se trouvent aujourd'hui. Merci beaucoup, Maître Constant Moutamba de la NOGEC. Je rappelle que vous êtes aussi mandataire en mine. Oui, et carrière. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Alors là, c'était juste votre bref parcours. C'est vrai, on va maintenant parler de la NOGEC, on va parler de ce processus électoral, vous parlez de la révolution, je vois même la tenue, même votre posture, c'est révolutionnaire, hein, parce que tout est communication, comme on dit chez nous, c'est l'école de Palo Alto. On ne peut ne pas communiquer. Alors la NOGEC, elle se porte bien? Non, NOGEC se porte très bien. En tout cas, NOGEC se porte très bien. Les bilans des élections de 2018 n'ont pas été fameux. Hein. Non, mais vous savez, les élections de 2018 ont été très mal organisées. Les résultats ont été fabriqués malheureusement par la CENI sous l'instigation des quelques politiques. La CENI est prise en otage par quelques partis politiques qui décident de qui peut être élu député, qui peut être élu sénateur, etc. Et ça, c'est inacceptable dans une démocratie comme la nôtre. NOGEC, qui était pourtant très admiré, très adulé par la population, notamment les Quinois,
avaient massivement voté pour les candidats jeunes. Je rappelle qu'ils étaient entre 20 et 30 ans. Mais malheureusement, les politiques ont décidé de nous bouffer, ont décidé de nous humilier, à travers notamment la fraude électorale qui était observée. Et donc, c'est une très mauvaise expérience qui nous a permis, évidemment, de nous reconstruire autrement. Source de motivation pour les perspectives à venir. Alors, 2 ans après cette alternance, vous avez quel regard de la politique actuelle à l'expérience du FCC? Vous faites partie du FCC, la cohabitation, la coalition FCC-CAGE, et après, c'est maintenant l'Union sacrée. Vous avez quelle lecture 2 ans après cette alternance? Non, 2 ans après, le pays a reculé. Le pays a considérablement reculé et le peuple congolais, sa misère s'est accentuée. Et donc nous pensions malheureusement à tort que l'alternance pouvait être une source d'émergence, d'évolution, de progrès. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que, comme je vous ai dit, nous avions très mal abordé le problème. Lorsque les prémices sont fausses, la conclusion le sera aussi. Nous avons, pensé, depuis un certain temps, que le problème du pays, c'était un individu, c'était la tête. Une fixation. Une fixation sur un individu, alors que c'était un système. Vous imaginez, des gens qui ont géré pendant 18 ans avec le président Kabila, aujourd'hui ils parlent du changement. Ils disent que nous adhérons au camp du changement, ça veut dire à l'union sacrée. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait avec Kabila en 18 ans, qu'ils feront avec Félix en 2 ans? Et donc il y a ce problème de l'homme politique congolais. Il faut absolument que nous ayons un nouvel homme politique formé idéologiquement. Quelle est l'idéologie spirituelle, politique du pays? Partout au monde, vous avez des gens qui sont très convaincus de l'idéologie. Ici, même lorsque vous réunissez 2 jeunes, c'est Mbongo. Et donc les politiques sont également dans la même dynamique. Et donc ce qui fait que malheureusement l'alternance... Mais en politique, vous voyez quand même les perspectives, parce que vous voyez... Comme l'échec patent. Le pays est plongé dans une crise politique, sociale, économique indescriptible de son histoire. Nous sommes dans une crise froide. Une crise dont les conséquences seront dévastatrices, comme j'aime bien dire, pour le pays. Et d'ici là, dont les perspectives pour le pays sont très sombres. Vous appelez à une marche, on va en parler tout à l'heure. Pourquoi? Parce que le pays est pris en otage par une oligarchie, par un groupe d'oligarques, un groupe de riches. Non pas parce qu'ils ont fait le commerce, mais parce qu'ils ont pillé les caisses de l'État. Et ils se retrouvent dans toutes les institutions du pays. Et ils font en sorte que le peuple soit maintenu dans la misère et que cette oligarchie puisse poursuivre son bon nombre de chemins. On va parler de la manifestation que la NOJEC projette pour le 1er mai. Vous avez d'ailleurs appelé à la démission de l'actuel Premier ministre pendant qu'il s'est battu à composer son équipe. Il devrait démissionner. 2 mois, vous avez estimé que c'était trop. Pourquoi cette manifestation du 1er mai? Vous savez, nous sommes les seuls peuples qui ne manifestent pas lorsque ça ne va pas. Il y a ce qu'on appelle le devoir de redevabilité que les gouvernants ont vis-à-vis des gouvernés. Mais ce n'est pas ce qui s'observe dans ce pays. Mais aussi, depuis, il faut l'avouer, l'UDPS est au pouvoir, l'opposition n'est plus à l'offensive. Il n'y a plus vraiment d'opposition qui soit à même d'éveiller la conscience collective du peuple. Et de faire des contre-propositions. Le contrepoids du pouvoir. Okay? Et c'est dans cette perspective que nous disons non. Les prix des biens de première nécessité ne font qu'augmenter, galoper. Il y a flambé des prix dans tous les secteurs. Et dans l'entretemps, le pouvoir d'achat du peuple, de la population baisse.
Avec quoi? Avec la dépréciation du franc congolais. Donc, un enseignant, par exemple, qui te touchait 400 000 francs en 2018, alors que le dollar se changeait à 16, donc 1600, aujourd'hui, l'État impose des coupes de 15%. 15% IPR. Okay. Vous avez demandé même la suppression. La suppression de cet IPR. Et donc, vous vous retrouvez, cet enseignant-là, on lui coupe aujourd'hui 60 000 francs, dans les 15% de 400 000 francs. Et les taux de dollars s'échangent aujourd'hui à 2000 ou 2200. Donc cet enseignant se retrouve aujourd'hui avec 170 $. Il payait un loyer de 1200 $, et il gardait 150 $ pour vivre. Aujourd'hui, c'est catastrophique. Il ne peut plus tenir le debout du mois. Vous prenez le cas d'un enseignant de l'école Boboto, par exemple. Il était touché autour des 750 $. Avec l'imposition intempestive de la gratuité et inorganisée de la gratuité de l'enseignement. C'est constitutionnel. Oui, tout est constitutionnel. Il faut plutôt trouver des mécanismes qui permettent de pouvoir mettre en application certaines dispositions. Pour ne pas sacrifier aussi l'éducation et l'avenir du peuple, du pays. Donc, vous avez cet enseignant-là qui te touchait 750 $. On impose la gratuité, l'État commence à lui payer 300 000 francs congolais. Et c'est le cas, et c'est la réalité. Donc, un enseignant qui avait fait autant d'années en programmant ses dépenses mensuelles avec ses 750 $, voit tout d'un coup et subitement tout cela s'écrouler. Est-ce que l'État protège les citoyens ou plutôt il devient un terroriste, un agent qui terrorise, un agent qui détruit l'avenir du citoyen congolais? Conséquence, plus d'enseignants dans les salles de classe. Tous les enseignants presque font quoi? Font maintenant du commerce, sont devenus des commerçants dans les salles de classe. Ils n'enseignent plus. Ça veut dire dans 2 ans, dans 3 ans, notre enseignement va davantage dégringoler. Et comme vous le savez, il y a un adage qui dit, si vous voulez détruire une nation, vous n'avez pas à porter des armes, à utiliser l'uranium. Il faut tout simplement détruire son système éducatif. Et nous y assistons aujourd'hui. Nous sommes de plein pied dans la destruction totale de notre système éducatif. Vous avez, au niveau du marché, une maman qui est acheté un savon Lecoq à 300 francs congolais. Aujourd'hui, un petit savon Lecoq est vendu à combien? À 600 francs. Aujourd'hui, le sac de braise, le sac de semoule, le sac de maïs, le sac de riz, un bidon d'huile, tout a augmenté. Mais en lieu place qu'il y ait en même temps augmentation du pouvoir d'achat, il y a baisse du pouvoir d'achat. Vous imaginez le pain qui était vendu à 200 francs. On a même réduit les grammages, voilà, les grammages. Vous imaginez dans quelles conditions vit aujourd'hui le peuple. Vous faites passer les micro-baladeurs, c'est tout le monde qui se plaint. Kemboka, Ezokufa. Vous attribuez ça à la mauvaise gestion ou bien vous attribuez ça à la crise de la mauvaise coalition entre vous, FCC, et le cash? J'en viens. Vous prenez les cas de l'Est. Chaque jour qui passe, chaque jour, les familles de l'Est sont endeuillées. Et de quelle manière? On pile des bébés. On décapite des enfants, des mamans. La dernière image qui a circulé. Il ne faut pas extrapoler. On a connu ça aussi. C'est un héritage. Le pouvoir actuel l'a hérité. Mais c'est le cas aujourd'hui. Nous parlons des faits d'aujourd'hui. Pourquoi nous voulons organiser la marche du 1er mai? Et nous vous disons qu'à l'Est du pays, au moment où des gens dansent les ndombolo, sont en train de s'appeler du champagne à Kinshasa, une partie de notre pays est en fait déjà vendue. Maintenant, Constant, vous avez pris conscience aujourd'hui ou bien pendant que vous étiez au FCC et nous, vous étiez au courant de tout ce que vous dites aujourd'hui? Vous savez... C'est une prise de conscience? Vous savez, Monsieur Serge, nous avons toujours lutté pour l'émergence de notre République. Nous avons toujours lutté pour le progrès de cette République. Vous interrogez l'histoire, en 2016, nous avons été le seul mouvement citoyen, le 19 décembre 2016, à avoir appelé les Quinois dans la rue.
à avoir sifflé. Il y avait eu des pestes, il y avait tout ça. On vous a traqué ici dans la ville. On vous a traqué dans la ville ici. Nous étions, je dis bien, le seul mouvement. Si ce n'est pas aujourd'hui, nous avons été arrêtés, nous avons été tabassés, nous avons été torturés dans cette ville. Là, vous étiez aux côtés de l'UDPS. Pour le progrès, non, aux côtés du peuple. Je n'ai jamais été aux côtés de qui que ce soit. Nous avons toujours été du côté du peuple. Mais vous savez, parfois, il est difficile de comprendre tout de suite la vision à long terme d'un leader. Nous étions mal compris à l'époque. Et avec raison, nous n'avons pas été pressés. Aujourd'hui, de plus en plus, on nous donne raison. Alors, vous surfez sur la misère du peuple, vous voulez surfer sur l'insécurité que le pouvoir actuel a hérité pour appeler les gens à descendre dans la rue dans ces contextes de Covid. Non, mais écoutez, les plus importants, c'est que lorsque un peuple n'arrive plus à revendiquer ce droit, alors il n'en vaut plus la peine. C'est un peuple qui est voué à disparaître. Et à cette allure, nous, peuple congolais, nous risquons de disparaître. Nous, jeunesse, nous avons hérité de ce pays dans sa dimension actuelle. Les pères d'indépendance, les Lumumba, les Kasavubu, les Bolikango, ils se sont battus pour qu'aujourd'hui nous soyons fiers, pour dire nous avons un pays riche. Okay? Les deuxièmes pays plus grands en superficie en Afrique, etc. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes de la trentaine d'années, de la vingtaine, qui se sont battus en 60. Les autres sont arrivés après. Et nous avons hérité de cela. Nous n'avons donc pas, nous, le droit de cautionner la trahison, de cautionner la cession d'une partie de nos territoires. Et c'est le cas aujourd'hui. Le plan est déjà fait. Tout est établi pour que, dans les jours à venir, l'on pousse le peuple, la population de Beni, Butembo, Ituri, à pouvoir réclamer leur indépendance. Vous parlez de quel plan? Le plan consiste à quoi? Le plan, c'est clair. On massacre la population, et puis la population va se dire qu'elle n'est plus protégée par l'État. L'État qui est représenté à Kinshasa. Et à partir de ce moment-là, sur la base du principe international de l'autodétermination d'un peuple, le peuple peut se réunir, peut exiger les référendums et puis se retirer de Kinshasa. C'est comme ça que vous avez vu les Kosovo. C'est comme ça que vous avez vu Crimée. Mais Crimée, il y a à peine quelques années. C'est annexé à la Russie. À la Russie, il y a à peine quelques années. Vous comprenez? Et donc, ce n'est pas impossible. Soudan, c'est la même chose. Et donc, il ne faudrait pas éluder cet aspect des choses. Donc, l'enjeu... Le président avait promis, d'aller séjourner là-bas. Donc, si je vous comprends bien, vous avez comme l'impression qu'on laisse faire et ça participe peut-être de manière tacite à ce plan que vous dénoncez. En effet, mais c'est une complicité tacite de l'actuelle gouvernance, au pouvoir, de l'actuel pouvoir, qui reste passif face à tous les massacres qui sont perpétrés au quotidien. Dis-moi, quel est le jour où tous ces partis au pouvoir se sont mobilisés à Kinshasa pour dire non, trop c'est trop? Il faut qu'on cesse, il faut qu'on arrête. Aujourd'hui, le peuple des Butembo, des Beni, des Lituri qui sèment de l'haricot, il ne sait pas en fait le récolter. C'est d'autres personnes qui viennent, parce que si on vous trouve dans les champs en train de récolter, on vous tue. Ça ne date pas de l'époque Fachi. Non, écoutez, les pouvoirs actuels ont pris le pouvoir pour changer les choses radicalement. C'est pas pour se complaire des réalités anciennes et puis se justifier outre mesure. Non. L'actuelle gouvernance a été placée au pouvoir pour changer, parce que le peuple pensait qu'elle pouvait changer. Et vous pensez qu'au bout de 2 ans, avec des contradictions entre les partenaires, c'était possible? Pourquoi ne pas donner... Quelle contradiction si ce ne sont des sauts d'humeur des uns des autres? On ne gère pas la République avec état d'âme. On ne gère pas la République avec saut d'humeur. On ne gère pas la République avec opportunisme. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, parce que vous avez décidé de rompre une coalition unilatéralement et recomposer, requalifier illégalement la majorité parlementaire. Où nous en sommes aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Plus de 200 députés ont signé un mémo adressé au président pour protester contre l'actuel gouvernement. Mais pourquoi nous avions, nous, déjà alerté pour demander à Sama de démissionner? Parce que nous nous sommes aperçus qu'il n'avait pas de majorité parlementaire qualifiée.
tel que le requiert l'article 78 de la Constitution. Et nous voulions sauver déjà, en ce temps-là, le pays, que le pays sorte très rapidement de cette crise dans laquelle elle est davantage. On va parler de l'Assemblée. Maintenant, vous manifestez, et après, c'est un mémorandum, vous irez chez le parlementaire, vous parlez, votre interlocuteur, c'est le gouvernement. Pourquoi ne pas donner la chance d'abord à ces gouvernements? Notre interlocuteur, c'est le président de la République. C'est lui le garant de la nation. C'est lui que nous avons élu. C'est lui qui va présenter son bilan devant nous, peuple, en 2023. Donc, nous avons le droit de pouvoir revendiquer. Donc, nous en appelons d'ailleurs à une mobilisation totale de la population. Dans les contextes de Covid. La mobilisation totale. Dans les contextes de Covid. Vous savez, lorsqu'ils vont en boîte, lorsqu'ils vont dans les fêtes que nous observons, mais l'actuel pouvoir, nous les voyons tous, n'est-ce pas, aller en boîte, organiser des fêtes avec beaucoup d'extravagance, oubliant que le peuple souffre, le peuple meurt au quotidien à l'Est, oubliant que le Congolais lambda ne sait pas aller à l'école, oubliant que les chégués se sont davantage multipliés, qu'il n'y a aucune politique d'aide à tous ces chégués-là. Mais ce sont ces chégués que nous appelons. Vous imaginez que le pouvoir en place se permet d'aller liquider, faire tuer les chégués à Kanyama-Kasese. Vous faites bien maintenant les rôles de l'opposant. Non, écoutez, j'ai toujours été du côté du peuple. Et vous le savez, je n'ai jamais changé de discours. Nous avons plusieurs fois été formés dans l'école révolutionnaire à Cuba, dans l'école révolutionnaire à Venezuela, dans l'école révolutionnaire en Corée. Et en fait, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de tenir un discours révolutionnaire. Mais vous n'avez pas de nouvelles recettes. Vous dénoncez, mais vous ne proposez pas. Si, nous avons dit en ce qui concerne, par exemple, l'Est du pays, en fait, en réalité, que l'on donne, que l'on autorise et que l'on distribue les armes à la population. Telle est la révolution, monsieur Serge. La population doit être capable de se défendre soi-même. Mais il faudrait que le gouvernement, que nos institutions de la République prennent le courage de remettre des armes à la population. Ça va davantage insécuriser la zone. Mais en quoi? Parce que cela existe partout au monde. En quoi? Nous avons proposé que tous les jeunes fassent la formation militaire. Mais attendez, ces groupes armés locaux qui opèrent dans cette zone du pays ne s'attaquent pas aux groupes armés étrangers, mais s'attaquent plutôt aux forces armées de la République. Non, pas du tout, ils s'attaquent à la population et non aux forces armées de la République. Mais ce sont les groupes armés locaux. Non, vous savez... Ils sont censés faire l'autodéfense. Oui, mais vous savez, je viens de vous dire, il y a une complicité malheureusement de l'actuel pouvoir en place. Malheureusement, dans ce qui se passe à l'Est. Pourquoi? Quel est le jour où vous avez vu, si évidemment ils en avaient conscience, les partis politiques au pouvoir se mobiliser alors qu'ils sont en train de gérer, de manipuler l'argent, notre argent à nous? C'est parce que moi je paye l'impôt là quand j'achète un pain, quand j'achète de l'eau, etc. Je paye mon impôt et eux gèrent mon argent. Ils gèrent votre argent, ils gèrent l'argent des contribuables congolais. Nous avons cédé notre souveraineté. Nous disons, vous êtes gouvernants, nous sommes gouvernés. Ok, prenez, nous vous acceptons en contrepartie. Donnez-nous la sécurité sociale. Ça veut dire l'emploi, ça veut dire les soins médicaux, ça veut dire l'éducation, ça veut dire les infrastructures, etc. Donnez-nous la sécurité physique. Ça veut dire rétablir la paix. Je dois aller au champ librement, revenir librement et me reposer. C'est tout ce que demande le peuple de l'Est, c'est tout ce que demandent les peuples quinois, c'est tout ce que demande le peuple congolais. Mais est-ce que l'actuel pouvoir a essayé, a tenté, même à quelques millimètres près, d'apporter ces solutions, cette contrepartie face à la cession de la souveraineté du peuple? Ça, c'est votre point de vue. Et donc, c'est comme cela que nous nous disons, peuple doit se réveiller, doit se lever. Et donc, le 1er mai, pourquoi fêter le 1er mai alors qu'il n'y a pas d'emploi décent? C'est la fête du travail. Fête du travail. Ce n'est pas pour le Congo, c'est partout. Fête du travail parce que un Congolais
fonctionnaire te touche 180 000 francs face à un membre du cabinet du président qui te touche 32 millions de francs congolais, face à un député provincial ici à Kinshasa qui te touche 8 200 $. Mais ces inégalités ne commencent pas sous Fati quand même. Hein. Non, ces inégalités ne commencent pas aujourd'hui. Mais ils ont lancé le slogan « Le peuple d'abord ». Donc moi j'aurais bien voulu voir qu'ils ont été le premier à baisser leurs émoluments. Vous avez vu, le président de la République vient même de réduire le nombre il faut parler en termes de ces directeurs des cabinets adjoints, des 4, c'est maintenant 3, c'est-à-dire c'est un bon début. Oh, des 4 à 3, c'est ça un bon début. Mais quels sont les salaires de ces directeurs? Un directeur de cabinet adjoint du président de la République touche 30 millions de francs congolais, sans compter d'autres avantages. Allez vérifier. Ça fait combien? Alors qu'un enseignant te touche 300 000 francs. C'est ça. Un fonctionnaire te touche 180 000. Un soldat te touche 175 000 francs congolais. Donc les soldats qui vont là-bas au front, ils ont 20 $ de prime. Un magistrat. Et ils ne travaillent pas pour l'argent. Ils ne travaillent pas pour l'argent. Non, mais voilà, c'est ça le problème. Et ils vivent des soldes. Voilà. Et ils vivent de quoi? Comment ils s'organisent pour vivre? Lorsqu'un soldat revient du front fracturé ou une jambe, je ne sais pas moi, amputée, vous-même vous savez, l'État congolais l'abandonne. Et vous pensez que dans 2 ans, avec tout ce qu'on a connu dans ce pays comme tumulte entre FCC et CAS, vous pensez que dans 2 ans, les choses devaient se régler après 18 années de gestion chaotique, comme les décrit l'île de Pest? Vous savez, si les bilans étaient chaotiques, ils auraient commencé par réduire à la baisse leur salaire. Ils auraient commencé par réduire leur train de vie. Mais qui te touche? Je suis en train d'insister. Mais qui te touche 32 millions de francs? C'est pas moi. Et pourquoi cet écart? Pourquoi ces inégalités? Et lorsque vous dites le peuple d'abord, non seulement ça, il n'y a jamais eu d'hyper avant. Pourquoi on impose cette austérité, cette mesure antisociale aux fonctionnaires? Tous les fonctionnaires le savent. Désormais, on coupe aux fonctionnaires, quels qu'ils soient, 15%. C'est à la source. À la source en plus, de manière injuste, de manière illégale. Mais nous devons tous, contribuer à l'effort pour le développement de notre pays. Pas du tout. Face à cela, face à cet impératif. Donc vous, en tant que juriste, vous trouvez normal que des fonctionnaires de l'État exigent à l'État de le payer chaque fin du mois? Absolument. Et qu'en retour, ils ne payent pas de taxes, ils ne payent pas d'impôts? Absolument. Parce qu'ils payent. Nous tous, nous payons des impôts et taxes. Soit de manière directe, soit de manière indirecte. Il faut que ceux qui gagnent plus puissent supporter ceux qui gagnent moins. Madame, Monsieur, vous regardez cette émission, 5 minutes nous séparent de la fin de votre magazine de ce week-end. Je reçois pour vous Constant Moutamba. Il est, je l'appelle les chefs de file de l'ANOJEC, la nouvelle génération. Maître Constant, on va se séparer. Quand vous regardez tous ces événements à l'Assemblée nationale, vous avez été les premiers d'ailleurs, parmi les premiers, à alerter les parquets généraux par rapport à ce que vous avez dénoncé comme tentative d'achat de conscience des députés en vue du basculement de la majorité. Aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe à l'Assemblée nationale, après 2 mois consommés par le Premier ministre pour avoir son équipe, est-ce que vous voyez encore quelle perspective pour cette équipe Samuel Kondi? Aucune perspective. Vous êtes trop alarmiste. Non, pas alarmiste. Les indicateurs d'évaluation qui puissent nous permettre de pouvoir éventuellement dégager des perspectives positives sont rouges. Et on ne développe pas une république par coup de baguette magique. D'abord, ce sont les acteurs. Moi, j'ai toujours dit, dans une entreprise, la première ressource, c'est la ressource humaine. Tu peux avoir des milliards, mais si tu n'as pas une bonne ressource humaine, c'est fini, cette entreprise va s'écrouler. Cette ressource humaine va en fait engloutir tous les milliards que tu as investis dans ton entreprise. C'est le cas avec la République démocratique. Nous avons des milliards et des milliards. Vous savez que j'ai sorti une tribune en tant que mandataire en mine où j'ai démontré que la République perdait chaque année plus de 100 milliards de dollars seulement dans la fraude minière. Et j'ai démontré que notre budget pouvait aller au-delà des 150, 200 milliards. Ça, vous l'avez compris il n'y a pas longtemps. Non, écoutez, je le dis que Constant Moutamba a toujours été de gauche, progressiste. Ça veut dire
de la population, du côté du peuple. Je reviens. Vous avez un système, un pouvoir qui est construit sur la base de la corruption, des antivaleurs, de la tricherie. Vous attendez à quoi? Lorsqu'ils renversent l'ancienne majorité, évidemment, qui était aussi un peu fabriquée par la CENI, je l'ai toujours dénoncé. Vous l'avez dit au début de l'émission. Je l'ai dit au début de l'émission, j'avais porté plainte contre les dirigeants de la CENI à l'époque, et tout. Nous dénonçons, nous appelons le procureur général près la Cour de cassation à pouvoir ouvrir des enquêtes sur les allégations graves de corruption. Parce qu'aujourd'hui, les députés demandent des jeeps. Malheureusement, ils demandent des récompenses à la hauteur de leur sacrifice. Vous imaginez, dans ces députés, a été élu en fait pour pouvoir se faire corrompre au vu et au su de tout le monde, même du président de la République. Mais c'est extrêmement grave. Merci. C'est extrêmement grave dans une République. L'émission est terminée. Mais c'est pour ça que nous disons, chers compatriotes, nous devons tous nous mobiliser. Le 1er mai, ne reste pas à la maison. Prends ton sifflet. Nous allons siffler la fin de la misère. Nous allons siffler la fin de la souffrance. Qu'est-ce qui vous rassure que votre discours trouve écho dans l'opinion? Écoutez, une révolution, c'est comme un clou. Il faut enfoncer. Ça se construit. Hein? Ça se construit. Ça s'inscrit dans la durée. Si nous avons 2 personnes, nous allons marcher. Si nous sommes à 10, nous marcherons. Et nous marcherons. Il faut faire passer les messages, c'est ça le plus important. Le plus important, évidemment, c'est que nous parvenions à faire passer le message. Ce message de la révolution, le peuple doit se réveiller. Le peuple doit casser. Il faut tenir bon, hein, parce que l'UDPS a tenu comme ça pendant 37 ans et... Écoutez, vous savez... Vous comptez y rester pendant combien de temps? Monsieur Serge, ce que nous faisons dans nos GEC, nous avons créé l'effort. Parce qu'il faut former les révolutionnaires. L'école de formation idéologique révolutionnaire. Pas la subversion, hein? Non. Effort. Okay. Et c'est dans cette école que nous sommes en train de former tous les révoltés et tous les révolutionnaires. Vous faites maintenant des tribunes populaires. En effet. Un peu comme les combattants debout. Vous imitez un peu l'UDPS. Écoutez, ce n'est pas imiter l'UDPS. L'UDPS a des parlements debout. Nous avons des tribunes populaires révolutionnaires. Des jeunes qui sont amplement conscients de leurs conditions sociales qui sont délétères et qui ont décidé de parler, de dénoncer. Et nous avons une rubrique que nous avons lancée, c'est NOGEC dénonce. Si vous avez des faits sociaux graves que vous vivez, n'hésitez pas de nous appeler. Nous allons dénoncer. J'invite les peuples congolais, pour terminer bien sûr, pour ceux qui dorment, je vous invite de vous réveiller, chers compatriotes. Pour ceux qui sont assis, je vous demande, chers compatriotes, de vous lever. De vous lever. Mais pour ceux qui sont debout, je vous demande de marcher. Celui qui marche, je demande de courir. C'est de cette façon que nous parviendrons à rompre avec le passé, à rompre avec ce système prédateur, à rompre avec ces mensonges de l'actuel pouvoir. Merci beaucoup. À rompre avec les mensonges, les colibets, à rompre avec l'amateurisme d'une classe politique. Cette classe politique, malheureusement, c'est une oligarchie. C'est des tous bords, hein? Des tous bords, hein, bien évidemment. On retrouve en effet une oligarchie qui a pris en otage le pays. Et aux députés nationaux, NOGEC dit que ce pays ne vous appartient pas. Ce pays ne doit pas continuer à tourner en rond à cause de vos intérêts mesquins, encore que nous savons de quelle manière ces députés ont été élus. Merci beaucoup, Maître Constant Moutamba. Joseph Kabila, il se porte bien? Bien, écoutez, je ne suis pas son assistant. Ni son porte-parole. Je ne l'ai pas vu il y a longtemps. Il y a très longtemps, donc il y a de cela quelques mois. On n'a pas non plus communiqué, et donc avec beaucoup de modestie, je ne voudrais pas ici parler de lui. Très bien, merci beaucoup. Alors nous prenons les rendez-vous après le 1er mai. Nous allons évaluer ce que sera cette mobilisation. Ben, écoutez, moi, je suis... L'important, ce n'est pas le nombre de gens que vous allez mettre dans la rue, mais l'important, c'est de passer les messages. C'est de passer le message. Très bien. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. Je recevais pour vous Maître Constant Moutamba. Il est le commandanté, comme ça, il aime bien qu'on l'appelle, le commandanté de la NOGEC, la nouvelle génération, qui a lancé un nouveau concept tribune populaire révolutionnaire pour parler des questions qui touchent à la vie de nous, Congolais, à la vie de vous, Congolaises, de nos réalités socio-économiques et politiques
il veut qu'on mette fin à cette crielle de l'insécurité dans la partie est du pays, qui ne date pas d'ailleurs de l'actuelle gouvernance. Merci à vous, maître, d'avoir été le nôtre. Nous prenons rendez-vous avec vous très prochainement. À vos chers téléspectateurs, je vous dis très bon week-end et bonne évasion sur nos antennes. Au revoir.